Alors, on entend de plus en plus parler de ça, non? Les entreprises qui parlent de leur mission, de leur impact sur la planète, sur la société. On voit même des campagnes de pub entières basées là-dessus. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est juste une nouvelle façon de se donner une bonne image, du marketing bien huilé, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui est en train de se passer? Et c'est justement le sujet qu'on va explorer aujourd'hui. On a devant nous une série de documents qui traitent de la responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE. Notre objectif, ça va être de décortiquer un peu ce concept pour voir ce que ça veut dire très concrètement et pourquoi est-ce que, au-delà des belles paroles, c'est devenu une stratégie, une stratégie essentielle pour beaucoup d'organisations. C'est tout à fait le point de départ. Et la première chose vraiment que les documents mettent en évidence, c'est que la RSE, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, ce n'est pas un concept vague. Un peu fumeux. Voilà, ce n'est pas fumeux. C'est un véritable, comment dire, un système d'exploitation pour l'entreprise du 21e siècle. Et ça repose sur des actions très tangibles. Elles s'articulent autour de trois piliers fondamentaux: l'environnement, le social et l'économique. L'idée centrale, c'est vraiment d'arrêter de voir la performance économique comme une fin en soi. On cherche à l'aligner avec un impact positif sur la société et sur la planète. C'est une rupture, hein, une rupture assez nette avec la vision plus ancienne où le seul but c'était de maximiser le profit. D'accord. Alors, déballons tout ça. Trois piliers. Commençons par celui qui semble le plus évident aujourd'hui, l'environnement. Quand on parle de RSE, c'est souvent la première chose qui vient à l'esprit. Concrètement, de quelles actions parle-t-on? Alors, on parle d'abord de ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux, les actions en interne. Les documents en listent plusieurs. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, mais aussi économiser les ressources comme l'eau et le papier. Mhm. Limiter la consommation d'énergie dans les bureaux, dans les usines, et puis évidemment mieux organiser le tri et le recyclage des déchets. C'est un peu le b.a.-ba de l'entreprise éco-responsable. Le b.a.-ba, d'accord. Mais pourquoi est-ce que tant d'entreprises commencent par là? Juste parce que c'est le plus visible? C'est en partie pour ça, oui. Mais il y a une raison plus stratégique que les rapports soulignent, c'est que ces actions, elles sont mesurables. Et elles ont un retour sur investissement direct. Ah oui. Moins consommer d'énergie, c'est une facture d'électricité qui baisse. Mieux gérer ses déchets, c'est parfois découvrir des matières premières secondaires à valoriser. Le principe derrière tout ça, c'est la prise de conscience que, je cite, les ressources naturelles ne sont pas illimitées. C'est une phrase simple, mais ça change toute la perspective. En commençant par ces actions mesurables, une entreprise prouve que la démarche peut être rentable. Et ça facilite l'adhésion en interne pour aller plus loin. Ah, c'est un point clé, ça. On commence par ce qui est quantifiable, ce qui est rentable, pour justifier le reste de la démarche. Mais en lisant les sources, j'ai quand même eu l'impression que l'ambition allait bien au-delà de simplement changer les ampoules dans les bureaux. Ah oui, beaucoup plus loin. Et c'est là qu'on passe de la simple conformité à une véritable stratégie d'influence. Les documents donnent des exemples d'initiatives citoyennes qui montrent que la RSE peut avoir un impact à l'échelle d'une ville, voire d'une région. L'un des articles, par exemple, parle d'une entreprise qui participe activement à l'organisation d'une journée nationale sans voiture, D'accord. pour réduire les émissions. Là, elle n'agit plus seulement sur son propre périmètre, elle devient un acteur de la mobilité durable sur son territoire. Elle sort de son rôle purement économique, en somme. Précisément. Un autre exemple très parlant, c'est celui d'un semi-marathon annuel. Il est sponsorisé par une entreprise locale sous le slogan «Non au plastique dans notre région». Et pour joindre le geste à la parole, elle ne se contente pas de mettre son logo sur des banderoles. Elle distribue des bouteilles en verre réutilisables à des milliers de participants. Ah, c'est bien ça. On voit aussi des cas de mini-conférences organisées dans les écoles primaires pour sensibiliser les plus jeunes au tri sélectif. L'ambition, c'est de créer un effet d'entraînement dans toute la communauté. D'accord. Donc si je comprends bien, on passe d'une logique de ne pas faire de mal à une logique de activement faire le bien pour la collectivité. C'est un changement de mentalité complet. C'est exactement ça. L'entreprise se positionne comme une partenaire de la communauté, pas juste comme une entité qui utilise ses ressources. Cette idée d'impact sur la communauté, c'est une excellente transition pour aborder le deuxième pilier qui est au cœur de tout ça, l'humain, le pilier social. Comment est-ce que cette philosophie se traduit pour les gens à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise? L'axe social est tout aussi fondamental, et il se décline en deux volets. En interne d'abord, les sources sont très claires, il s'agit de créer un environnement de travail de qualité. Hmm. Ça passe par la promotion d'un dialogue social sain,
une communication transparente entre la direction et les salariés. Ça inclut bien sûr la garantie de la sécurité au travail. C'est une obligation légale, mais la RSE vise à en faire une culture de l'excellence. Et puis, il y a les sujets qui sont devenus centraux aujourd'hui. Garantir une véritable égalité professionnelle homme-femme et encourager la diversité au sens large. Ce sont des termes qui peuvent parfois sonner un peu creux, non? Comme des cases à cocher dans un rapport annuel. Est-ce que les documents nous donnent des exemples concrets de ce que ça peut vouloir dire au-delà d'une charte affichée sur un mur? Absolument. Et c'est là que ça devient passionnant. Un des rapports analyse le cas d'une entreprise technologique qui a mis en place des jurys de recrutement aveugles. Ah, intéressant. Concrètement, tous les CV sont anonymisés. Plus de noms, plus de photos, plus d'adresses. Les recruteurs se concentrent uniquement sur les compétences, l'expérience. Et le résultat a été double. Non seulement ils ont considérablement augmenté la diversité de leurs équipes, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient découvert des talents exceptionnels qu'ils auraient probablement manqués avec leur biais inconscient habituel. C'est une approche radicale, quand même. Et ça nous amène à une question plus profonde. Pourquoi faire tout ça? Est-ce que c'est purement éthique? L'éthique, c'est le point de départ, mais les sources suggèrent une motivation bien plus stratégique. Ce qui est fascinant ici, c'est que les entreprises les plus performantes ne voient plus la diversité ou le bien-être comme des obligations morales. Non. Non, elles les voient comme Des technologies de management. Elles les utilisent activement pour débloquer la créativité, l'innovation, la résolution de problèmes, des choses que des équipes homogènes, où tout le monde pense pareil, ne pourraient jamais atteindre. Un environnement de travail juste, sûr, inclusif, ce n'est pas seulement une bonne action, c'est un projet commun qui fédère, qui motive et, au final, qui rend l'entreprise plus intelligente et plus performante. Vu comme ça, ce n'est plus une question d'être gentil, c'est une question d'être plus malin. Ça change complètement la perspective. Bon, on a la planète, on a les gens. Mais il reste une question cruciale. Une entreprise, ça doit gagner de l'argent pour survivre. C'est là que le troisième pilier, l'économique, entre en jeu. Et c'est aussi là que la contradiction semble la plus forte. Comment est-ce qu'on peut être responsable et rentable en même temps? C'est le nœud du problème. Et c'est là où la RSE montre si elle est une véritable stratégie ou juste de la communication. Les documents soutiennent que c'est une fausse dichotomie. La RSE économique, ce n'est pas de la philanthropie. Le premier levier, c'est la politique d'achat responsable. Achat responsable, ça sonne bien, mais ça veut dire quoi concrètement? On parle d'acheter du café équitable pour la machine à café. Ça peut commencer par là, bien sûr. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Un des cas d'étude est particulièrement marquant, celui d'un grand groupe agroalimentaire. Il a décidé de s'approvisionner à 80% dans un rayon de 100 km autour de ses usines. Ah oui, quand même. Au début, c'était un véritable casse-tête logistique. Il a fallu repenser toute la chaîne d'approvisionnement, former de nouveaux partenaires locaux, garantir la qualité. Mais au final, le bilan est spectaculaire. Ils ont drastiquement réduit leurs coûts de transport, leur empreinte carbone, ils ont renforcé le tissu économique local et ils se sont dotés d'une histoire incroyable à raconter à leurs clients qui sont de plus en plus soucieux de la provenance de ce qu'ils consomment. C'est fascinant. Et l'investissement de départ, dans la complexité, il est rentabilisé sur plusieurs tableaux par la suite, financier, social et marketing. C'est une vision à long terme. Exactement. D'autres actions économiques sont mentionnées. Respecter une éthique des affaires très stricte, pas de corruption, une transparence fiscale totale, ça renforce la confiance des partenaires, des investisseurs. Et puis il y a un moteur très puissant, l'innovation. La contrainte de durabilité pousse les entreprises à inventer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux modèles économiques plus sobres, plus efficaces. Et enfin, un point plus ambitieux est évoqué. Viser une distribution plus juste de la richesse et des bénéfices générés. D'accord. On a vu le comment, des actions très concrètes sur ces trois piliers. Maintenant, si on prend un peu de recul, on en arrive à la question clé. Pourquoi? Pourquoi les entreprises investissent autant de temps, d'énergie et d'argent là-dedans? Est-ce que ça se résume à la réputation? La réputation, c'est le point de départ. Mais c'est devenu bien plus que ça. Aujourd'hui, avoir une bonne image, c'est, disons-le, le minimum syndical. Le véritable enjeu, et ça plusieurs analyses le soulignent, c'est la gestion du risque. À l'ère des réseaux sociaux, un comportement jugé irresponsable, une pollution, un scandale social, ça peut être exposé et se propager à une vitesse folle. Le risque de perdre des clients, de voir sa marque durablement ternie, il est immense. La RSE agit donc d'abord comme un bouclier, une protection contre ces risques. C'est donc avant tout une posture défensive. Mais on n'investit pas autant de ressources juste pour éviter le pire, j'imagine.
Les documents semblaient aussi pointer vers des avantages plus proactifs, de vrais gains financiers. Oui, et c'est là qu'on passe de la défense à l'attaque. La RSE devient un véritable levier de performance. On a déjà évoqué les économies directes. Réduire sa consommation d'énergie, c'est payer des factures moins élevées. C'est une source de rentabilité immédiate. Logique. Mais il y a des avantages plus subtils. Une meilleure gestion de ses ressources et de ses risques, qu'ils soient climatiques, sociaux ou réglementaires, ça améliore l'efficacité opérationnelle de toute l'entreprise. Elle devient plus résiliente, plus agile face à un monde incertain. Et cet impact, il se ressent aussi sur la façon dont l'entreprise est perçue de l'extérieur, j'imagine, notamment par ceux qui la financent. C'est un point crucial que les sources mettent en avant, l'attraction des investissements. On assiste à l'essor spectaculaire des fonds d'investissement socialement responsables, les fameux fonds ISR. Ah oui? Ce sont des investisseurs qui ne regardent plus seulement les bilans financiers. Ils analysent en détail les performances environnementales et sociales d'une entreprise avant d'y placer leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ces entreprises sont mieux gérées, moins risquées et plus performantes sur le long terme. Une bonne politique RSE peut donc littéralement ouvrir l'accès à de nouveaux capitaux. Donc, non seulement on dépense moins, mais on active plus d'argent. Et pour les personnes, les talents, C'est peut-être l'argument le plus puissant aujourd'hui, la guerre des talents. Les documents sont unanimes là-dessus. Les meilleures compétences, les jeunes diplômés les plus brillants sont de plus en plus nombreux à choisir leur employeur en fonction de ses valeurs et de sa mission. c'est vrai. Ils cherchent un projet qui a du sens, qui dépasse le simple profit. Entre deux offres d'emploi similaires, celle de l'entreprise qui peut prouver son engagement sociétal l'emportera souvent. La RSE est devenue un avantage compétitif majeur pour attirer et surtout fidéliser les meilleurs. Vous savez, en vous écoutant lister tout ça, la gestion des risques, les économies, l'attraction des capitaux, la fidélisation des talents, ça ressemble de moins en moins à une contrainte morale. Et de plus en plus à, je ne sais pas, une sorte de police d'assurance stratégique pour l'avenir de l'entreprise. C'est exactement la métaphore qu'utilise l'un des rapports les plus détaillés. Il décrit la RSE comme un contrat d'assurance stratégique. Et c'est une image très juste. Ce n'est pas seulement une assurance qui protège contre les risques, perdre sa réputation, ses clients, être sanctionné. Oui, C'est aussi, et c'est là toute sa puissance, un contrat qui ouvre des portes vers l'avenir. Il stimule l'innovation, il attire les talents et les capitaux qui construiront la croissance de demain, et il fidélise les clients qui sont de plus en plus sensibles à ces enjeux. C'est une assurance qui, en plus de protéger, crée de la valeur future. En fin de compte, ce que nous disent ces documents, c'est que la RSE a vraiment changé de dimension. Ce n'est plus le département bonnes œuvres un peu à part dans l'organigramme, c'est une stratégie d'entreprise à part entière. Une approche globale où la performance économique et l'impact positif, ils ne s'opposent plus, ils se renforcent mutuellement. Précisément. La question pour les dirigeants aujourd'hui n'est plus de savoir si une entreprise doit s'engager, mais plutôt de savoir comment elle peut le faire. Et comment le faire de la manière la plus authentique, la plus pertinente et la plus efficace possible, en l'intégrant au cœur même de son modèle d'affaires. Il ne s'agit plus de mettre une couche de peinture verte, mais de s'assurer que le moteur lui-même est conçu pour être durable. Et pour conclure, il y a une idée dans les sources qui m'a particulièrement interpellé. Dans le pilier économique, on a évoqué ce principe d'une distribution plus juste de la richesse et des bénéfices. C'est une phrase forte qui ouvre un champ de réflexion immense. Et ça soulève une question que les documents, eux, ne tranchent pas. Dans un marché mondialisé et ultra concurrentiel, à quoi pourrait ressembler concrètement une telle politique pour une grande entreprise? Et au-delà des intentions, quels seraient les véritables obstacles culturels, financiers, réglementaires à sa mise en œuvre à grande échelle? C'est une question complexe, mais qui est peut-être la prochaine frontière de la RSE.